Bonjour à toutes et à tous. Il y a les fake news, vous le savez bien. Il y a aussi les mute news, ces informations silencieuses dont personne ne parle. L'effondrement de la biodiversité fait partie de celle-là. Un sujet dont les politiques ne s'emparent pas, un sujet que les médias également ont du mal à approcher, un sujet qui passe par ailleurs derrière l'autre crise majeure que nous traversons toutes et tous, le changement climatique. D'après l'Observatoire des médias sur l'écologie, au mois de mai, 4,2% des articles de presse écrite seulement étaient consacrés à la crise climatique et 3,3% à la crise de la biodiversité. Et c'est évidemment encore moins en radio et en télé. Le sujet, vous avez pu le constater, n'a pas émergé pendant la campagne des municipales cet hiver. Et ce silence n'est pas que dans le débat public. Ce silence, il est aussi au-dessus de nos campagnes. Il est aussi au-dessus de nos têtes, pardon. Il est dans nos campagnes, dans nos jardins. Il y a de moins en moins d'oiseaux et c'est le signe le plus évident que nous pouvons tous et toutes observer de cet effondrement du vivant. En 50 ans, nous avons perdu près d'un oiseau commun sur 5. Des chants ont disparu de nos espaces sonores. Et c'est un paradoxe, puisque depuis le Covid, on ne cesse de relever l'engouement des citadines et des citadins pour les espaces naturels. Des œuvres sur le monde sauvage, comme le film Le Chant des forêts, rencontrent un vif succès. Des tas de luttes locales s'attachent à préserver des espaces de la bétonisation. Le sujet fait bien partie des préoccupations des gens. Mais comment faire face? Et c'est le sujet que nous allons aborder tout de suite avec nos invités. Est-ce qu'il faut mettre la nature sous cloche pour la protéger? Est-ce qu'il faut au contraire apprendre à cohabiter avec le monde sauvage? Et plus généralement, comment lutter contre la destruction du vivant alors que les forces anti-écologiques sont plus puissantes que jamais? Pour en discuter, donc, j'ai invité 3 personnes aujourd'hui. Joëlle Zask, vous êtes philosophe et vous êtes autrice également de plusieurs ouvrages, dont Zoocities, que j'ai là et que vous pourrez retrouver également à l'espace librairie du festival. Des animaux sauvages dans la ville, c'est publié aux éditions Premier Parallèle. Christelle Pluvinet, vous êtes maraîchère en Seine-et-Marne et vous militez également au sein du mouvement Les Naturalistes des Terres. Et puis Frédéric Mahler, vous êtes le délégué scientifique de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, d'Île-de-France. Alors j'ai envie de commencer justement avec vous, Frédéric, pour que l'on dresse un premier tableau. Peut-être que certains ici sont déjà bien avertis, mais peut-être poser un petit peu les bases de cette chute de la biodiversité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans ? Alors, la LPO, grâce à tout le travail qu'ont fait les bénévoles de comptage d'oiseaux, vient de publier un baromètre de la biodiversité qui résume à grandes lignes les principales données. Et c'est vrai que ça peut, dans un premier temps, paraître un peu contradictoire parce qu'il y a des espèces qui se portent bien et qui sont très spectaculaires. Par exemple, les cigognes, il y en avait, dans les années 70, il y en avait à peine une dizaine de couples en Alsace. On a du mal à le croire. Il y en a 6000 maintenant en France, grâce aux efforts qui ont été faits pour la réintroduire et la protéger. Donc voilà, il y a un certain nombre d'espèces spectaculaires comme ça, mais à côté de ça, il y a énormément d'espèces qui sont en général des petites espèces, beaucoup moins connues, essentiellement les passereaux, donc en gros toute la famille des petits oiseaux du style moineau, alouette, fauvette, etc. Ceux-là sont en grande majorité en déclin. Avec, pour donner un chiffre, on estime qu'en Europe, il y a 20 millions d'oiseaux qui disparaissent chaque année, le nombre total. Donc, voilà le gros point, c'est cette disparition. Et en plus, on pourra évidemment en reparler, ce déclin dépend des milieux où vivent ces oiseaux. Il y a deux grands types de milieux où ces oiseaux sont particulièrement sensibles au déclin, c'est les milieux agricoles. Donc effectivement, la moyenne des oiseaux, des spécialistes des milieux agricoles, a perdu 30% de ses individus. Là, c'est pas en 50 ans, c'est en 25 ans. Et le deuxième milieu, c'est le milieu urbain, où il y a à peu près les mêmes chiffres. Enfin, c'est 25-30% perdus en 25 ans. Donc ces deux milieux-là sont effectivement particulièrement ciblés. Alors on pourra
évidemment, on reviendra évidemment sur les causes de ces disparitions. Oui, tout à fait. Mais ils ne sont pas les mêmes, justement. On peut déjà tout de suite remarquer que quand on fait quelque chose pour protéger les espèces, ça marche. On sait protéger des espèces. Le faucon pèlerin n'existait plus en France, presque plus, il y a 50 ans. Et c'était les lois de protection de la nature qui ont été édictées à ce moment-là. Maintenant, il y en a plusieurs couples qui nichent dans Paris. Voilà, on a pris les mesures qu'il fallait, on sait faire. Maintenant, il reste à le faire aussi pour tous les passereaux des milieux agricoles et des milieux urbains. On peut citer aussi l'exemple emblématique de la Camargue, le flamant rose, qui avait disparu de France, de la partie méditerranéenne dans les années 50, et qui aujourd'hui est devenu effectivement l'emblème de cette zone. Tout à fait. Et effectivement, le flamant rose ne nichait plus. Il y en avait toujours quelques-uns qui passaient. Et en stabilisant et en protégeant son milieu de nidification, on a réussi à le faire réintégrer. Et la population de toute la Méditerranée occidentale a réaugmenté. Donc les efforts qu'on peut faire en France peuvent avoir des impacts jusqu'en dehors de la France. Est-ce que, Frédéric, vous pouvez nous faire entendre peut-être un ou deux chants d'oiseaux, justement, qu'on entend presque plus aujourd'hui? Est-ce que un petit exemple de passereau ou d'oiseaux précisément qui était si commun, ou si ça prend un petit peu de temps? Et donc là, c'est emblématique justement de la disparition, du déclin en tout cas des oiseaux de milieu agricole. C'est l'alouette, qui est un oiseau d'une banalité effarante quand j'étais gamin, et qui maintenant, si vous promenez dans les grandes étendues de grandes cultures de Seine-et-Marne, par exemple, vous avez beaucoup de mal à l'entendre. On en entend encore, faut pas exagérer, mais enfin, voilà. Alors Christelle, vous militez précisément pour défendre ces espèces au sein du mouvement naturaliste des terres. Peut-être pouvez-vous nous dire en deux mots déjà quel est ce mouvement qui est pas encore très très connu du grand public, et est-ce que vous, de votre côté, vous avez relevé aussi des espèces oiseaux ou autres qui sont en danger aujourd'hui en Île-de-France? Eh bien, les naturalistes des terres, c'est un collectif de naturalistes ou pas d'ailleurs, qui en fait ont une sensibilité au vivant et un rapport à l'autre qu'humain, qui le voit plus comme un allié et un partenaire, un voisin, plutôt qu'une séparation entre l'homme et la nature, comme l'a décrit Descola. Justement, ce collectif s'est monté en réaction à l'effondrement de la biodiversité et par rapport à des politiques qui aujourd'hui sont assez faibles par rapport à ce qui pourrait être fait. Et donc pour monter des actions de sensibilisation, des actions de favorisation de ces espèces sur le territoire. Et sur les espèces qui aujourd'hui sont en danger en Île-de-France, évidemment les oiseaux, et en fait on peut faire un parallèle, c'est toutes les espèces des milieux agricoles et urbains qui ont coévolué avec nous dans ces milieux. Donc en termes d'oiseaux, on a cité l'alouette, mais on peut parler aussi des hirondelles qui sont à la fois urbaines et agricoles. On peut parler des chouettes effraies, et donc également les chauves-souris, les insectes, les mammifères, les rats et autres qui ont coévolué, qui vivaient dans nos maisons, qui vivaient dans nos champs, et qui aujourd'hui ne peuvent plus le faire parce qu'on a changé notre façon d'habiter. Et plus que citer des espèces disparues, on peut citer les conséquences en fait de leur disparition et de l'effondrement de ces populations, puisque ce sont ces espèces-là qui rendent le monde habitable. C'est-à-dire que les zones humides qui ont disparu, eh ben, elles gèrent les sécheresses et les inondations. C'est aussi des questions de pollution de l'eau, d'oxygène, de fertilité des sols. Et si aujourd'hui tout ça, ça chute, c'est parce que ces espèces-là ne sont plus là. Merci Christelle. Alors il y a un paradoxe dans toute cette histoire, puisqu'il y a effectivement, on constate cet effondrement d'un certain nombre d'espèces, et en même temps il y a d'autres espèces qui trouvent refuge en ville, des espèces sauvages qui s'installent en milieu urbain, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Joël Zask, vous écrivez justement dans votre livre, alors je vous cite sur un petit extrait: alors même que nous constatons avec consternation l'extinction de milliers d'espèces et que
nous nous demandons comment réensauvager la nature détruite par les activités humaines, les bêtes sauvages, sans attendre les effets hypothétiques de nos bons soins, affluent. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ce point, Joël ? Oui, de fait, ça n'est pas tout à fait le cas encore de nos villes, mais beaucoup de villes dans le monde sont véritablement envahies d'animaux sauvages. On peut penser à des singes, des crocodiles, même des éléphants, des serpents, toutes sortes d'insectes, toutes sortes de rongeurs. Et ceci, dans une certaine mesure, est intéressant à questionner du point de vue de qu'est-ce que c'est qu'une ville finalement. Clairement, nous avons spontanément l'idée que la ville et l'animal sauvage ne font pas bon ménage, que la ville exclut l'animal sauvage ou qu'un animal sauvage, à partir du moment où il est en ville, va perdre certains de ses caractères constituants. On a du mal, par exemple, à penser le rat comme un animal sauvage. Or, le rat est un animal sauvage, le moustique aussi, qu'il soit tigre ou pas. Donc en fait, c'est cette tension entre la vie urbaine et le monde sauvage, moi qui m'intéressais, je me suis dit finalement comment disons repenser la ville pour qu'elle soit compatible avec le monde sauvage, sachant que, et c'était un peu le fil que j'ai suivi, sachant que la ville a été construite contre la nature. Je veux dire, c'est une très vieille histoire, ça remonte sans doute à l'Antiquité et même à l'époque paléolithique. On rencontre, ou néolithique plus exactement d'ailleurs, on retrouve, si vous voulez, les restes des villes qui sont construites sont des remparts, des forteresses, des séparations avec la nature. La ville de Jéricho, par exemple, était enceinte d'une muraille de 8,50 m d'épaisseur. Paris a été cerné d'une série de 7 puis 8 avec le périphérique, si on veut, disons, délimitation vis-à-vis du monde extérieur, monde sauvage, qui contient bien sûr des bêtes, des plantes, etc., mais aussi des ennemis, mais aussi des sauvages, on a dans une certaine mesure, hein, c'est ça l'idée. Et donc, comment repenser la ville pour qu'elle devienne un lieu dans lequel nous puissions, non pas cohabiter, mais en tout cas coexister avec des animaux sauvages, sans qu'ils soient en quelque sorte dangereux pour nous. Et on peut penser aux zoonoses. Enfin, moi, j'ai écrit le livre en fait en plein Covid, et sans pour autant que la présence d'animaux nous amène à un geste exterminateur. Donc, on va pas faire copain-copain, ça c'est pas possible, mais on va pas non plus s'armer de fusils et d'arcs et de flèches. Je vous signale d'ailleurs que la chasse en ville est un sport qui se développe très rapidement aujourd'hui. Alors, on va revenir aussi sur la chasse, mais parmi les quelques exemples que vous citez, alors on note quand même qu'il y a plus de 1500 espèces sauvages à Paris. Et puis, vous donnez aussi l'exemple de l'aigle à tête blanche, symbole des États-Unis, la pigargue à tête blanche, qui s'est installée à New York, et l'on compte 173 couples. C'est assez fascinant. Alors en fait, il y a toutes sortes de raisons, je parle sous le contrôle de mes voisins, toutes sortes de raisons pour lesquelles les animaux sauvages s'installent en ville. Dans mon livre, j'en ai surtout identifié qui sont relatives à la destruction de l'environnement, au mitage par exemple, aux pesticides, à la destruction de l'environnement, à l'augmentation ou à la baisse des températures, à toutes sortes d'événements climatiques. Et les animaux vont trouver, un certain nombre d'animaux, pas tous évidemment, vont trouver refuge en ville. Par exemple, les kangourous, toutes les espèces de kangourous, il y en a plein en Australie, quittent les réserves qu'on avait gentiment préparées pour eux et se réfugient en quelque sorte en ville où ils vont trouver l'herbe dont ils se nourrissent. Vous avez des serpents dans les climatiseurs auprès des frigos quand il fait trop chaud, des dromadaires qui viennent déterrer les canalisations pour accéder à l'eau, etc., etc. Et puis il y a un autre facteur, moi, que je voudrais quand même signaler, parce que je pense que l'afflux des animaux sauvages en ville n'est pas un idéal, et qu'il est aussi relatif au degré d'indignité de la vie humaine. Il y a énormément d'animaux qui vont trouver dans le mal-vivre humain un écosystème profitable, et ça, il faut quand même le rappeler. Par exemple, je veux dire, on sait qu'il y a plus d'1 milliard, peut-être 1,5 milliard d'humains qui vivent dans des bidonvilles aujourd'hui. Et ces bidonvilles, où il n'y a pas de ramassage des ordures, il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de retraitement des eaux usées, tout est en plein air, etc., forment un écosystème pour un nombre d'animaux vraiment effarant.
de plus en plus nombreux, d'ailleurs beaucoup d'espèces, que ce soit des coyotes, des chacals, des renards, toutes sortes de rongeurs, plein d'oiseaux, notamment des vautours, etc. Donc vont trouver des rats. Voilà, on sait que les gens qui dorment dehors sont mangés par les rats, ou en tout cas sont mordus par les rats. C'est un vrai problème dans nos villes également. Donc je pense que cet aspect peut être aussi considéré. Il n'est pas romantique, mais c'est la triste réalité. Frédéric, vous voulez réagir? Oui, je voulais juste rajouter un petit point sur les oiseaux. On arrive à des constats assez contradictoires. Il y a nettement plus d'espèces d'oiseaux qui nichent dans Paris à l'heure actuelle qu'il y a un siècle. En gros, c'est depuis 1950 que le nombre s'est mis à augmenter. Et un exemple tout bête, jusqu'en 1980, il n'y avait pas de corneilles qui nichaient dans Paris intramuros. Il y en avait dans les deux bois autour, mais il n'y en avait pas dans Paris. On a du mal à le croire maintenant quand on voit la quantité qu'il y en a. Et effectivement, c'est tout un mouvement et qui se retrouve dans toutes les villes. C'est pas lié à Paris, c'est toutes les grandes villes. Et il y a une accoutumance progressive à l'homme. Il y a un exemple sur le comportement, on le voit très bien. Les hérons dans Paris. Maintenant, tous les parcs qui ont une pièce d'eau ont plusieurs hérons, enfin un ou plusieurs hérons, qui en plus se laissent approcher à quelques mètres. Moi, quand j'étais gamin, les hérons, on les voyait à 300 mètres de distance, on était très contents. Là, maintenant, il y a des hérons qui font leur nid au parc des Buttes-Chaumont, par exemple. Ça, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais enfin, il y a 7 nids de hérons depuis 3 ans, depuis 6 ans, peu importe, mais au Buttes-Chaumont. Donc voilà, il y a toute une augmentation, et c'est en partie, sans doute, pour la première étape d'accoutumance, c'est que l'homme a un peu arrêté de les chasser dans les jardins de la zone autour de Paris. C'est ce que me confiait un ornitho qui disait « Les enfants de mon âge capturaient les oiseaux, maintenant ça se fait plus ». Mais donc, en tout cas, il y a ce mouvement. Ensuite, les oiseaux se sont adaptés et ont fait de grandes adaptations, de grandes modifications de comportement. C'est vraiment un phénomène actif de s'adapter à la ville. Oui, qui est complètement lié aux activités humaines et qui fait que aujourd'hui, par exemple, on dit qu'il y a plus de biodiversité à Paris, par exemple, que dans la Beauce. Alors, bon, ce serait effectivement à vérifier, mais ces grandes plaines agricoles où les haies ont été coupées, où il n'y a plus d'arbres par endroit et où la terre a été très appauvrie, effectivement, il y a plus beaucoup d'oiseaux. Et c'est ce qui fait qu'aussi, Joël, vous parlez d'écologisation des villes par contraste avec la dégradation des campagnes. Et là, je cite un autre petit extrait. Les bêtes sauvages, telles des réfugiés climatiques, sont contraintes de s'exiler vers des contrées plus hospitalières, et il arrive que les villes leur offrent de meilleures conditions de vie que les zones d'où elles sont originaires. Et c'est ce qui va nous amener aux causes de cet effondrement de la biodiversité qui est effectivement tout à fait différent. Les conditions sont évidemment tout à fait différentes à la campagne. Et c'est peut-être là aujourd'hui où les choses les plus graves se jouent aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut en dire quelques mots sur les causes profondes? Comme vous l'avez dit, Frédéric, on arrive à sauver et à préserver, voire même à relancer certaines espèces emblématiques, mais en revanche, l'effondrement, faut pas se leurrer, il est massif. Et quelles en sont précisément les causes? Oui, les causes principales, elles sont assez connues. Pour la campagne, enfin pour le milieu agricole, on l'a déjà évoqué, c'est évidemment le développement de l'agriculture dite industrielle, donc avec deux grands facteurs que sont l'uniformisation des paysages et l'usage massif des pesticides. Bon, je pense que c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, mais effectivement, quand on voit des initiatives visant à créer 3 ou 5 000 kilomètres de haies par an, alors qu'on en détruit 23 000 kilomètres en même temps, on se dit qu'il y a quand même un problème. Donc pour le milieu agricole, je vais dire, la cause est malheureusement bien entendu. Pour les villes, le phénomène est plus complexe parce qu'on a des surprises, on a des espèces qui étaient très bien adaptées à la ville et qui déclinent. L'exemple typique, évidemment, c'est le moineau parisien. Enfin, il n'est pas plus parisien qu'ailleurs, mais enfin, le moineau à Paris, le moineau domestique à Paris, qui est donc une espèce
sans doute adapté à l'homme depuis le néolithique et qui, depuis en gros les années 2000, a subi une chute de 75 à 80% à Paris et pareil, voire pire dans toutes les grandes capitales européennes. À quoi donc on est très embêté pour trouver une cause, parce qu'on aime bien dire ah bah c'est à cause de tel truc, une ou deux causes, et on serait bien content. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Il y a visiblement deux grands chapitres, j'allais dire. Il y a la disparition de leurs sources de nourriture et la disparition éventuelle de leur site de nidification. Les sources de nourriture, alors on va dire ils ont à disposition tout le pain, les pizzas, les machins, n'importe quoi. Oui, bon d'abord c'est pas bon pour leur santé, ça a été démontré, mais ça ne s'adresse qu'aux adultes. Par contre, les jeunes au nid doivent être nourris d'insectes. Et ça, ils ont un mal fou à trouver. Enfin, ils ont de plus en plus de mal à trouver des insectes. Et aussi, ils ont de plus en plus de mal en automne-hiver à trouver les graines qu'il leur faut, parce que quand même, je veux dire, la pizza, c'est pas terrible. Donc, alors, pourquoi ça diminue? Pourquoi ces deux aspects-là se dégradent en ville? Eh bien, il semble quand même que tout ça soit lié aux rénovations et à l'augmentation, ce qu'on appelle la gentrification des centres-villes. Et c'est un point commun, c'est à peu près le seul point commun qu'on a trouvé entre toutes les villes où le point d'eau s'effondrait, c'est qu'effectivement, quand le prix du loyer, enfin le prix du terrain est multiplié par 4, évidemment, on va pas laisser on veut des immeubles qui soient archi propres, archi nickel. Donc il y a plus d'herbe, il y a plus de trous, il y a plus, etc. Et la seule ville intéressante qui fait exception en Europe, c'est Berlin. Or, Berlin, c'est une ville où ils ont maintenu, malgré la réunification, parce qu'il s'est passé des tas de choses au moment de la réunification, c'est une des grandes villes qui a maintenu la quantité de friches, et il y a beaucoup de végétation partout, et on pense que c'est pour ça que le moineau domestique de Berlin, lui, ne diminue pas. Joël, vous voulez rebondir? Non, juste un tout petit mot pour dire que il y a aussi, il n'y a pas nécessairement une association, c'est ce que vous sous-entendiez aussi, entre la biodiversité et le vert. Je pense, c'est un peu une anecdote, mais je crois que ça pourra parler aux gens qui ont mon âge ou plus. Il y avait des grillons dans le métro de Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ces grillons chantaient et c'était très agréable. Dès qu'on arrivait dans le métro, on avait l'impression de se retrouver dans le sud de la France. Il y avait plein de grillons qui, se chauffaient sur le ballast et qui, en fait, ont complètement disparu. Et pourquoi ont-ils disparu? Parce qu'il a été interdit de fumer dans le métro. Et en fait, ces grillons se nourrissaient des mégots de cigarettes. Voilà. Bon, c'est un exemple, mais je le trouve assez parlant pour que justement on diversifie un peu, on ouvre en quelque sorte l'éventail des possibilités d'explication de la chute de la biodiversité. Christelle. Merci. D'une manière générale, en fait, c'est notre façon d'habiter qui a évolué et qui n'est pas du tout compatible avec le reste du vivant. Quand aujourd'hui on cultive des terres, on élimine tout ce qui n'est pas cultivé. On élimine à la fois les prédateurs de nos grains et puis aussi tous ceux qui faisaient pousser le grain, et à la place, on les fait pousser grâce à des engrais de synthèse et ainsi de suite. Et de fait, tout ce qui vivait autour de nous et avec nous disparaît parce que notre façon d'habiter ne leur permet plus de le faire, que ce soit en termes d'habitat, d'alimentation, d'abri et ainsi de suite. Alors, est-ce que justement, Christelle, il y a un combat politique à mener? Est-ce qu'il y a certaines cibles qu'il faut viser? Je pense par exemple à la manifestation qui a eu lieu en avril à Paris, et puis il y a eu deux autres villes aussi, à Bordeaux, je crois, où les gens se sont rassemblés. Le collectif Printemps Bruyant, qui rassemble plein d'associations écologistes, et qui était parti à Paris symboliquement du siège de BASF, donc l'un des plus gros producteurs de phytosanitaires au monde. Est-ce que c'est ce genre d'action aussi qu'il faut mener pour faire prendre conscience en fait des responsabilités, puisque tout cela ne tombe pas du ciel? Bien sûr, il y a tout un tas d'actions qu'on peut et qu'il faut mener pour justement porter cette responsabilité, comme vous dites. L'idée aujourd'hui, quand il y a un projet d'aménagement, il y a tout un tas de procédures administratives qui ont lieu et qui sont censées prendre en compte la biodiversité, le vivant, pour éviter d'y porter atteinte. Alors, quand on dit ça, il faut bien savoir que d'abord, toute la biodiversité n'est pas visée.
On va viser des espèces qu'on a protégées. Donc aujourd'hui, on a fait des listes qui vont définir à la fois des espèces qu'on a le droit de tuer ou qu'il faut tuer, c'est tout ce qui est nuisible, ou espèces exotiques envahissantes. Et puis on a les espèces protégées, et celles-là, on est censé ne pas y toucher. Et donc quand on a un projet d'aménagement tel que un projet de data center à Fouju, par exemple, à côté de Melun, eh ben on a une étude d'impact qui va essayer de définir quelles sont les espèces protégées sur site. Alors vous avez des listes pour les oiseaux, pour les amphibiens, pour les mammifères, pour les poissons, les plantes et les insectes et ainsi de suite. Et à partir de là, il faut définir quels impacts vous avez sur ces espèces. Parce que la loi, elle dit, vous ne devez pas avoir d'impact sur les espèces protégées lorsque vous prévoyez un aménagement. Alors ça, c'est la loi. Puis derrière, en général, elle met la petite faille qui permet d'aller au-delà. Et donc, si vous avez des espèces protégées, vous devez éviter, réduire, compenser les impacts que vous avez sur ces espèces. Éviter et réduire, c'est quoi? C'est comment je fais pour qu'il n'y ait plus d'impact. Donc, je construis mon projet ailleurs, je le réduis en surface, j'évite le petit bois, la petite mare, je reconstruis des nichoirs et ainsi de suite, pour que les espèces puissent continuer de vivre sur leur territoire une fois que mon projet a abouti. Ceci dit, quand vous proposez d'aménager 70 hectares sur 90, comme à Fouju, évidemment, les espèces protégées sont forcément impactées. Notamment sur ce projet-là, c'est l'alouette des champs qui est la plus touchée, puisqu'elle niche partout dans les champs de blé. Et là, logiquement, vous prévoyez des compensations. Compensation, c'est quoi? C'est je construis à côté des aménagements, je gère un milieu de façon à ce que les espèces expulsées ou tuées lors de l'aménagement de mon projet, eh ben, elles puissent continuer de vivre au plus proche du territoire. Est-ce qu'on est capable de reconstituer un milieu écologique, enfin un écosystème, pardon? Combien même on en est capable, ça prend beaucoup de temps et c'est jamais fait avant la destruction du milieu. Donc c'est complètement inefficace. Cette étude d'impact, elle est censée être recevoir l'avis du public lors des études, lors des enquêtes publiques et autres. Et là aussi, c'est vraiment un point faible. Enfin, comment vous dire ça? Il y a un gros problème de démocratie. Comment se passe aujourd'hui l'aménagement du territoire? Dans le sens où, quand vous avez une enquête publique, ça dure 1 mois. Vous avez des dossiers qui font plusieurs milliers de pages, qui sont très techniques, très longs à lire, et on demande à des gens qui bossent 35 heures par semaine, qui passent 2 heures de leur vie dans les transports par jour, de lire ces documents le soir au lieu de s'occuper de leurs gamins, et d'y répondre de manière précise et professionnels pour s'opposer à ces projets. Donc ça peut pas marcher. C'est de l'entre-soi, c'est hyper fatigant, énergivore, et en plus derrière les personnes qui s'occupent de ces projets vont s'en servir pour légitimer leur projet en disant mais moi j'ai écouté les gens, je leur ai demandé, je leur ai laissé 1 mois pour me donner un avis, ils m'ont donné un avis auquel il était négatif, mais moi j'ai pas pu faire mieux, et ça passe. Donc aujourd'hui, on a ce problème de démocratie, ces lois qui sont finalement pas suffisantes pour protéger le vivant, et qui donc permettent à des projets qui finalement vont profiter plus en termes de compétitivité mondiale et de croissance économique au territoire, donc à des gens qui sont pas sur le territoire et qui vont porter atteinte à l'habitabilité du territoire. C'est-à-dire que quand vous faites un data center à Fouju et que vous détruisez 90 hectares de terres agricoles, c'est des terres agricoles qui non seulement ne vont plus alimenter le territoire, ne pourront plus potentiellement alimenter le territoire, puisqu'aujourd'hui on exporte le blé qu'on produit pour en acheter d'autres ailleurs, et qui ne vont plus faire leur job en tant que conservation de l'eau, enfin stockage des eaux, fertilité des sols, stockage de l'azote, du CO2 et ainsi de suite.
On peut parler aussi d'un autre. Vous parlez des études d'impact et des problèmes des enquêtes publiques actuellement, et on en parle aujourd'hui dans Mediapart. En fait, il y a eu une enquête publique qui a été menée précisément sur un projet qui concerne la Camargue, de contournement routier d'Arles, qui a recueilli une écrasante majorité d'avis négatifs, et où les commissaires enquêteurs également ont rendu un avis très défavorable à ce projet, pour les questions de biodiversité, puisque la zone est l'une des plus riches réserves de biodiversité de France, et des zones humides sont menacées. Énormément d'espèces protégées, 160 environ espèces protégées sont menacées par le projet. Mais derrière, en fait, le préfet a déjà indiqué qu'il voulait aller de l'avant et qu'il ne tiendrait pas compte de l'avis des commissaires enquêteurs. Alors, pour l'instant, l'autorisation de chantier n'a pas encore été délivrée par l'État, donc on ne va pas préjuger non plus de la décision définitive, mais cela montre bien que malgré les études d'impact, malgré les enquêtes publiques, etc., en fait, ces travaux d'aménagement continuent et négligent complètement les impacts sur la biodiversité, qui sont vraiment le parent pauvre aujourd'hui de l'écologie, quoi. C'est vraiment la chose qu'on va vraiment facilement mettre de côté, quoi. Les zones humides, c'est vraiment un exemple parfait. Les zones humides, c'est des espaces protégés pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on protège très peu de milieux. On protège en général l'habitat d'une espèce protégée. Si vous n'avez pas la chauve-souris, l'arbre creux, il n'est pas protégé. Donc les zones humides, elles ont la chance, entre guillemets, d'être protégées. Donc là, vous avez une zone en Camargue qui est protégée parce que c'est une zone humide, qui est protégée parce qu'il y a 160 espèces protégées, et un projet et ce projet va être autorisé non pas parce qu'il va favoriser l'habitabilité du territoire et qu'on en a besoin, mais parce que finalement, il va répondre à des enjeux de compétitivité mondiale, de logistique et ainsi de suite. Donc on a finalement des décisions qui sont prises contre les habitants du territoire, et là je pense aux habitants humains et non humains, et pour des gens qui sont finalement hors sol et prennent leurs décisions plus par intérêt économique que pour intérêt commun, quoi. Alors, ce qui est particulier aussi, il faut le rappeler, c'est que cette année, en fait, on va fêter, entre guillemets, les 50 ans de la loi de 1976, qui a marqué un tournant majeur, justement, pour la protection de la nature en France. C'est ce texte qui a permis de poser les bases d'un droit moderne de l'environnement, protection des espèces, justement, ce dont on parle, création des réserves naturelles, des parcs nationaux, etc., obligation des études d'impact, justement, reconnaissance du rôle des associations. Aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment dans une période de détricotage, et ça fait déjà 3 ans, détricotage des lois et des réglementations de toutes ces protections, en France comme dans l'Union européenne d'ailleurs. Est-ce que, Frédéric, justement, c'est tout ce cadre qui est mis à mal, et du coup, vers quoi nous entraîne ce retour en arrière ? Alors effectivement, on célèbre, enfin justement, la LPO a décidé de mettre un gros coup de projecteur sur ce 50e anniversaire de ces lois qui, alors bon, mon grand âge me permet de me souvenir de leur application et de leurs conséquences. Donc effectivement, c'est comme toutes les lois, c'est pas le paradis et ça n'a pas tout réglé. Il faut pas non plus croire qu'à l'époque tout se passait bien, c'est pas vrai. Mais enfin, disons, c'était effectivement un cadre, comme vous venez de le rappeler, ces 4 points qui sont vraiment fondamentaux et qui ont permis tout le développement des actions, et avec des résultats très spectaculaires. Par exemple, pour les rapaces, il y a par exemple, pour eux, si on se limite à l'Île-de-France, depuis l'an 2000, ça continue encore, même 30 ans après l'édiction de la loi, depuis l'an 2000, il y a 17 espèces d'oiseaux qui sont mis à nicher pour la première fois en Île-de-France. Sur ces 17 espèces, il y a 8 espèces de rapaces et 6 espèces de grands échassiers de milieux humides. Et c'est typiquement des espèces qui ont bénéficié de cette loi de protection, et aussi de l'interdiction des organochlorés, des pesticides. Le DDT à l'époque était, alors c'est à peu près contemporain, donc c'est les deux effets en même temps qui ont permis le développement de ces espèces-là. Donc ces lois, elles ont montré leur efficacité, et effectivement maintenant on voit que les
tout ce qui est proposé, alors la loi du plomb, la loi simplification administrative, etc., c'est effectivement toutes des mesures qui sont déjà des reculs et sans avancer trop loin dans la future campagne présidentielle, on voit déjà des candidats qui annoncent qu'ils vont modifier la Constitution parce que le droit environnemental est ensuite a été inscrit dans la Constitution et voilà, c'est bien gênant, donc on veut revenir dessus. Donc ça, c'est effectivement, il faut être clair, quels que soient les résultats malheureusement, en tout cas prévisible des élections, je crains qu'on s'annonce un avenir pas radieux du tout pour la protection de la nature. Oui, Christelle, je voulais juste glisser, avant de vous redonner la parole, Christelle, pour aller dans le sens de Frédéric, quand même rappeler aussi ce qui s'est passé cette semaine avec le vote de la loi d'urgence agricole, où justement, là aussi, on revient en arrière sur deux aspects notamment. Bon, il y a plein d'aspects, mais on a parlé des zones humides dans cette loi d'urgence agricole votée à l'Assemblée nationale, la protection des zones humides, donc gros réservoir de biodiversité, est fragilisée, mais aussi la protection du loup. C'est un sujet sur lequel on a pas mal écrit dans le journal. Aujourd'hui, donc, enfin, si la loi ensuite se poursuit dans le même sens au Sénat, les loups pourront être chassés, y compris tués plutôt, y compris dans les réserves naturelles et les parcs nationaux, alors que la population actuelle de loups en France, à peine un millier d'individus, à peine plus d'un millier d'individus, elle ne garantit pas encore la survie de l'espèce. Donc on voit bien qu'on est dans des reculs politiques majeurs aujourd'hui, alors que jusqu'à une certaine période, on était dans une phase de progression. Christelle. Ouais. Malheureusement, le début des reculs, je crains. Ouais. Eh ben oui, enfin moi je rejoins totalement ce que nous dit Frédéric et en fait ces reculs ils sont injustes, ils sont inacceptables et ils sont interdits par la loi parce que le L110-1 je crois du code de l'environnement nous dit bien qu'on n'a pas le droit de repartir en arrière en matière d'environnement. Si quelque chose est protégé, nous n'avons pas le droit de ne plus le faire et c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai inscrit à la loi, c'est eux. Et donc ils proposent des lois qui derrière ne tiennent pas. Et c'est comme ça finalement qu'on arrive à des situations comme à Sainte-Soline, comme à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où des gens se mettent en danger, où des gens changent de cap leur vie pour aller défendre des milieux, parce que justement, au-delà d'intérêts économiques, c'est l'habitabilité du territoire et c'est leur vie qui est menacée. Alors quand on voit justement l'échec aujourd'hui de ces réglementations, de ces lois, de ces cadres pour nous protéger et protéger le reste du vivant, est-ce que Joël, c'est pas aussi le cadre de référence là qu'il faut repenser? Est-ce que ça nous oblige pas aussi à imaginer d'autres choses que peut-être cette façon aussi qu'on a eu de légiférer en mettant des endroits un petit peu sous cloche, surprotégés? Peut-être que effectivement c'est autre chose qu'il faut imaginer aujourd'hui. Oui, alors là, on est en pleine innovation juridique. On parle des droits de l'environnement, des droits pour un environnement. Et je crois que personnellement, il me semble que le plus fructueux aujourd'hui, c'est de lier justement les deux. C'est-à-dire les droits de l'environnement et les droits pour un environnement sain. C'est-à-dire de ne pas découpler, parce que c'est à cause de ce découplage qu'on en est là, de ne pas découpler les intérêts humains et les intérêts de la nature. C'est-à-dire que, en fait, historiquement, tout écocide est un ethnocide, tout ethnocide est un écocide. On ne peut pas historiquement, matériellement, géographiquement, dissocier le mal qu'on fait à la nature et le mal qu'on fait aux humains. Et donc, la partie ne se joue pas entre les humains d'un côté et la nature de l'autre. Elle se joue vraiment entre des intérêts profondément divergents, entre des minorités et des majorités, entre des groupes humains qui tiennent à leur environnement et d'autres qui ne le considèrent que sous l'aspect de ressources exploitables. Donc, effectivement, il me semble que le couplage entre les droits de l'environnement et les droits pour l'environnement nous donne la formule idéale de la démocratie.
Voilà, c'est un peu ce où je voulais en venir. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Une démocratie est un écosystème, si vous voulez. C'est un écosystème spécifique aux relations interhumaines. C'est-à-dire qu'une démocratie, et là je l'entends un peu comme forme de vie, comme culture, et pas seulement comme système de gouvernement, une démocratie, c'est un système de vie ou une forme de vie qui procure à chacun et à chacune les opportunités réelles, matérielles, concrètes de son self-développement, de son auto-développement. C'est ça une démocratie. On peut penser à la démocratie à l'école, on peut la penser dans la famille, on peut la penser à l'hôpital, on peut la penser à la cantine, etc. On peut la penser un peu n'importe où, parce que je dois me demander comment est organisé l'environnement de manière à ce que il se prête aux expériences individualisantes de chacun d'entre nous. Ce qu'on pourrait appeler sa croissance. Ça, c'est ce que Amartya Sen a appelé les capabilités, si vous voulez. Ce point de rencontre, si vous voulez, entre les opportunités offertes par un environnement et l'augmentation des capacités ou des compétences de chacun au cours d'une éducation, d'un entraînement, de ce que vous voudrez. Donc ça, c'est vraiment important. Et cet environnement, il contient plein de choses. Dans cet environnement, il y a des institutions, il y a un bâti, il y a des gens, il y a des animaux, il y a tout ce que vous voudrez. En fait, il y a la nature et l'environnement humain intimement mêlés. Et je dirais que la nature, elle fonctionne exactement comme cela. Autrement dit, les droits de la nature ou les droits de l'environnement ne sont susceptibles d'être défendus que par l'intermédiaire d'une communauté elle-même démocratique, si vous voulez. Par exemple, moi j'ai un peu étudié la question justement de l'opacification des vitres dans les immeubles. Aujourd'hui, on continue en France, ça n'est pas le cas partout, on continue de construire des immeubles dont les vitres sont réfléchissantes, dont les baies vitrées sont réfléchissantes. Ce sont des milliards d'oiseaux qui s'écrasent tous les ans dans les vitres réfléchissantes qu'ils ne perçoivent pas ou à travers lesquelles ou dans lesquelles ils vont venir se cogner, notamment au moment des migrations, des passages des oiseaux. Autre exemple, la diminution de l'éclairage nocturne. Mais là, pour en arriver là, je vous ai parlé des grillons, il y a plein d'enquêtes, il y a plein de spécialistes. Alors surtout dans le monde des oiseaux, on sait que les amateurs, les bénévoles, les professionnels forment une communauté extrêmement diversifiée. Et cette communauté extrêmement... Là, il ne s'agit pas de communauté au sens ethnique du terme, hein. C'est une communauté au sens où on fait des choses en commun et on crée des biens communs. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment la pluralité, si vous voulez, des places qu'on occupe, des choses qu'on voit, des observations qu'on porte à la connaissance d'autrui, des rapports que nous faisons, de nos intérêts en tant qu'usagers, en tant qu'amoureux du paysage, en tant qu'habitants, en tant que touristes, pourquoi pas. C'est toute cette pluralité d'intérêts qui est susceptible de venir au secours d'un environnement donné. Et c'est ce qu'on appelle justement les gardiens. C'est ça les gardiens, en fait. Donc, et je crois qu'il y a toute une législation qui va accorder, dans l'idéal, une place de plus en plus importante au rôle de gardien. Le gardien n'est pas un représentant. Moi, si je suis la gardienne, je sais pas, du jardin Villemin, par exemple, dans le 10e, je n'en suis pas la représentante. Je suis partie prenante, si vous voulez. Je me perçois comme usagère, non pas utilisatrice, hein, mais usagère du jardin. Et en tant qu'usagère, je fais partie en quelque sorte de la vie de ce jardin. Je ne m'en dissocie pas. Mais je vais parler non pas au nom de mes intérêts indépendamment de ma vie au jardin, non pas des intérêts du jardin indépendamment de moi, parce que je n'en sais rien, mais justement de l'interaction elle-même. Et c'est ça, les gardiens. Les gardiens, ils se situent au niveau des interactions, et ces interactions, il faut les identifier, les observer, les noter, et les communiquer, et se battre pour qu'elles continuent d'exister. Donc s'appuyer sur les citoyennes, les citoyens, leur attachement à leur territoire, à leur lieu de vie. Voilà une piste pour lutter contre cet effondrement du vivant et ces politiques écocidaires. D'autres pistes existent, notamment, et c'est là-dessus aussi que je voulais vous faire rebondir avant de laisser la place aussi à quelques questions du public, si vous le souhaitez. Il y a le combat juridique. Et là, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que la défense d'une
espèce protégée sur un site permet parfois de faire tomber un projet d'artificialisation, mais pas toujours. Et là, dernièrement, je peux aussi mentionner justement un échec qui a eu lieu dans les Alpes de Haute-Provence. C'est un projet de grand parc photovoltaïque sur lequel, en fait, pas moins de 90 espèces protégées avaient été comptabilisées. Une association, Amilure, était très active sur le sujet depuis longtemps. Donc, c'est la montagne de Lure. Et je peux citer quelques exemples d'espèces protégées qui avaient été repérées sur les lieux. L'Alexanor, c'est un papillon rare. Le bruant ortolan, un oiseau. Le circaète Jean Leblanc, un rapace. Ou encore le psamodrome d'Edwards, qui est un lézard. Bon, voilà, ça n'a pas réussi à faire changer d'avis jusqu'au Conseil d'État. Donc, c'est un combat perdu parmi d'autres. Vous connaissez évidemment aussi le combat de la 69. Donc là-dessus, peut-être Christelle ou les autres, qu'est-ce qui nous reste finalement à disposition pour enrayer, arrêter cette destruction du vivant? Sur le plan juridique, il y a Baptiste Morisot qui est philosophe et Julien Néret qui est juriste, qui ont fait une proposition qui, moi, m'a beaucoup intéressée et qui proposait d'élever l'habitabilité du territoire, donc le fait de pouvoir vivre sur un territoire, se nourrir, s'abriter, avoir de l'eau potable et ainsi de suite, au même niveau que nos valeurs cardinales, liberté, égalité, dignité. Parce qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement, finalement, elle se fait au nom de procédures administratives et de listes d'espèces protégées qui, à mon avis, sont un peu trop arbitraires, plus ou moins, pour certaines en tout cas. Et du coup, elles sont pas comprises et c'est ça qui permet, en partie en tout cas, de pouvoir y déroger. Aujourd'hui, tout texte de loi qui protège quelque chose prévoit la dérogation et la faille qui permettra qu'en fait, s'il y a besoin, on protège pas. Et sur les valeurs cardinales, c'est difficile de passer à travers et il n'y a qu'une autre valeur cardinale qui peut passer au-dessus. C'est-à-dire que je peux porter atteinte à votre liberté si jamais votre liberté porte atteinte à une autre valeur cardinale, par exemple la dignité. Vous n'avez pas le droit de tuer votre voisin ou de voler le portable d'une connaissance parce que ça porte atteinte à une autre valeur cardinale. Merci. Peut-être une réaction là-dessus, Frédéric, ou sinon on peut aussi... Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je voulais aborder une autre question qui est plus générale et qui peut peut-être un peu être considérée comme irénique, mais c'est une banalité de dire qu'on ne protège que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît. Et je crois que c'est l'un des gros dangers qui nous guette, qui a déjà bien commencé à impacter la société occidentale de manière générale. On va parler de la France pour le moment, qui est que on est de plus en plus coupé de la nature, et je pense que on dit les jeunes sont de plus en plus coupés. J'ai l'impression que ces jeunes, ils ont déjà 30-40 ans, que déjà, j'étais prof, donc je me souviens de ce que faisaient mes élèves qui ont maintenant 40 ans. Ils étaient quand même déjà plus souvent devant soit la télé, soit l'ordi, etc. Et donc je crains que justement une génération déjà n'ait pas été sensibilisée, n'ait pas pris plaisir. C'est même pas une question de sensibilisation, c'est simplement prendre plaisir à être dans la nature. Et depuis longtemps, on a des gens qui, par exemple, quand il y a une odeur, ils sont même pas habitués à ce qu'il y ait une odeur. Quand il y a une odeur, c'était tout de suite « Ah, ça pue, monsieur !» Non, ça pue pas, ça sortait de champignons. Quand même, bon, voilà. Et je crains que c'est un des gros problèmes. Donc je crois que c'est un gros enjeu. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Alors, évidemment, on va dire les enfants, parce que c'est là aussi où il y a le plus de structures qui permettent de le faire. Mais je pense que les enfants et les adultes, si on leur donnait l'occasion de sortir, de revoir ce que c'est, ils pourraient commencer à aimer ça et donc se sentir un peu plus choqués quand il y a des agressions diverses et variées. Parce que je pense quand même que si ces lois
passe, enfin bon, se régresse de plus en plus, c'est qu'il y a quand même globalement une indifférence moyenne de la population, sauf face à des belles scènes de cigognes qui élèvent leurs petits. Donc là, tout le monde est ému, mais ça va guère plus loin, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, je vois une main qui se lève. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps pour y répondre, ou en tout cas, essayer de répondre. Merci beaucoup. Déjà, merci à vous trois pour cette conférence et pour votre travail et votre engagement pour la protection du vivant. Puisqu'on parle de biodiversité, j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'actualité et à la récente démission poussée de la présidente du WWF France pour ses prises de position antiracistes. Ainsi, j'aimerais vous demander, pensez-vous que le combat pour la protection du vivant doit se faire conjointement à la lutte antiraciste? Et si c'est le cas, comment peut-on agir efficacement pour que les deux problèmes soient adressés et que ces deux systèmes d'oppression soient démantelés? Merci. Est-ce que vous souhaitez répondre là, ou est-ce qu'on prend d'autres questions et qu'on fait un tir groupé? Peut-être. Oui, Christelle. Merci pour cette intervention. Je pense qu'elle était importante. J'ai pas tout à fait de réponse à la question, mais j'appuie sur le fait qu'aujourd'hui il faut une convergence des luttes et une convergence des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les luttes sociales et les luttes environnementales c'est le même combat. Et que il faut aussi agir par tous les moyens qui nous est donné, autant juridique, on en a parlé aujourd'hui, mais on a beaucoup parlé des limites, et être soutenu par d'autres types de moyens, qu'elles soient légales ou de désobéissance civile non violente, afin de tous avancer ensemble et dans le même sens. Et sans du tout intervenir dans parce que je connais pas le détail du déroulement de l'affaire au WWF, mais par contre la question générale, est-ce que on peut intervenir, être efficace, enfin moi simplement intervenir dans la protection de la nature sans, disons, en ayant en étant face, je vais finir par le dire, en étant face à des arguments racistes ou une société raciste, non, évidemment que c'est pas possible. Donc il y a des convergences de valeurs, même si pour le côté pratique de l'action, chaque association a son objet social et on va difficilement intervenir sur le sujet des autres. Par contre, se rassembler sur un certain nombre de questions, ça s'est déjà fait, donc en termes de manifestations communes. Mais effectivement, je vois pas, je ne vois pas comment on pourrait intervenir dans le domaine de la protection de la nature en étant raciste. Ça me semble tellement effarant. Merci. Il y avait une autre question, quelqu'un qui avait levé la main. Oui, madame. Non, oui, vous m'entendez? Je ne sais pas où se trouve le micro côté public. Mais il est là. Alors, on va prendre du coup les deux questions. Oui, je vous écoute. Oui, je voudrais juste simplement, je vais dire une banalité, mais je pense qu'aussi la balle est un peu dans notre camp. Quand je dis nous, c'est les citoyens, quoi. Je crois que on peut pas continuellement se référer aux élus, se référer à ci, se référer à ça. Et je crois qu'il nous faut aussi s'engager. Je crois il y a le monde associatif aussi qui est très menacé par bon nombre de textes de loi qui arrivent à l'Assemblée, et je crois que tout le monde, tout un chacun doit se mobiliser. On doit un petit peu aussi se bouger pour faire avancer un peu certaines choses, et je crois que c'est une banalité de le dire, mais il faut vraiment on peut pas compter sur l'un, sur l'autre, sur la loi, sur ci, sur ça. Faut aussi y aller, quoi. Il y avait une question. Oui, si vous pouvez faire passer le micro. Bonjour. J'avais une question relative à la question de la sensibilisation. Mettez bien votre micro. Ouais. Là, ça va? Oui, c'est mieux. Donc, j'avais une question relative à la sensibilisation des personnes et donc de l'information. Il me semble qu'il y a une problématique à la fois d'information de la part de la communauté scientifique, sachant que
le discours apporté est relativement complexe. Et donc, si on veut éviter de tomber dans des stéréotypes du type réchauffement climatique face à des personnes qui disent bah non, il fait froid en ce moment, donc il n'y a pas de réchauffement. Donc, comment est-ce que vous avez des pistes pour faire en sorte que le discours scientifique soit mieux entendu? Et en ce qui concerne le discours politique, j'ai l'impression qu'il y a une fragmentation du discours politique. C'est pas nécessairement très bien organisé entre les problématiques du type racisme et écologie et autres. Est-ce qu'il y a des pistes de votre part pour améliorer ces problématiques d'information de façon à mieux sensibiliser les personnes? Merci pour cette question. Alors malheureusement, il nous reste plus beaucoup de temps. On va essayer de faire vite. Je glisserai juste un commentaire sur effectivement la complexité de la compréhension de cette crise de la biodiversité. Elle est aussi pour nous journalistes et c'est une vraie difficulté à laquelle à ce stade je n'ai pas de réponse, mais qui fait partie du problème. On est sur quelque chose qui est autrement plus complexe. On l'a vu à travers tous les sujets là qu'on a brassés, plus complexe à saisir que le changement climatique, à mon sens. Je vous laisse esquisser des pistes de réponse. Très rapidement, pour les scientifiques, ils ont compris depuis quelques années donc l'importance de communiquer, de rendre public eux-mêmes leurs résultats en les expliquant au grand public. Mais il faut reconnaître qu'il y a un problème qui est quand même pas simple et qui est un challenge entre les journalistes et les scientifiques. C'est qu'un journaliste aime bien, même parce qu'il a besoin pour communiquer, de points simples, fermes et clairs. Et les scientifiques, la plupart du temps, il est probable que, parce que si c'est pas certain à 100%, un scientifique ne dira jamais c'est certain. Or, dire au grand public, le plus probable est que ce soit telle cause, là déjà ça coince. Et c'est vrai que ça c'est pas simple, mais il faut le faire. Moi, je voudrais juste dire que je pense qu'il faut collectivement reprendre en main notre territoire, tant en termes d'éducation, avec tous les mouvements d'éducation populaire et autres. On a tous des choses à partager entre nous et avec nos voisins. En termes de subsistance, en termes de décision, qu'est-ce qu'on fait de nos espaces verts, qu'est-ce qu'on fait de tels bâtiments et ainsi de suite pour pouvoir justement former un contre-pouvoir et pouvoir s'opposer à des politiques qui sont malsaines. Merci. Est-ce que c'est bon? Vous voulez réagir, Joël, ou un petit mot pour terminer? Merci pour ces interventions. Effectivement, j'ai le sentiment que chacun, en fait, peut acquérir, s'il se donne la peine, s'il s'en donne la peine, peut acquérir les compétences nécessaires pour non seulement identifier les problèmes environnementaux qui sont les nôtres, mais aussi pour y faire face et pour faire pression. C'est une affaire de chacun et de chacune d'entre nous. Et évidemment, on va pas jouer au colibri, mais malgré tout, quand j'habite à Marseille, un groupe d'une centaine de personnes va démaquiser un lieu, nettoyer une plage, à travers ces actions communes qui sont assez simples à mettre en place et à effectuer, la sensibilisation a lieu. Véritablement, c'est à travers l'action commune que la sensibilisation... On n'arrive pas à changer les mentalités en parlant aux gens. Le mental, il change dans l'action. Ça, c'est vraiment le ressort le plus fondamental. Et c'est la raison pour laquelle je ne ferai pas de différence. Je veux dire, les scientifiques, contrairement aux experts, ils sont toujours du côté de l'opinion publique. Et l'opinion publique doit être prête, effectivement, à accepter un discours probabiliste, à renoncer à la certitude. Aujourd'hui, c'est les enfants de Jésus qui sont en train de défiler dans les rues de Paris, si vous voulez. Et voilà, comment on va faire avec des personnes qui prétendent « Jésus est mon vaccin », si vous voulez. C'est ça le problème qu'on va devoir affronter. Donc la lutte, elle est aussi à cet endroit-là, contre le théologico-politique qui gagne énormément de terrain chaque jour et pour lequel la nature est vraiment totalement anecdotique. Merci Joël, merci à tous les trois, merci Frédéric, Christelle.
Nous laissons la place, en tout cas à partir de 13h, à l'enregistrement en direct d'une émission d'Alair Libre avec Mathieu Magnodex. Et le thème sera la jeunesse et la fête. Voilà. Bon festival à toutes et à tous. Mediapart.